Chers amis, bonsoir. Si vous avez suivi l'actualité spatiale, vous savez qu'il y a quelques semaines, la comète C2023-A3 est passée très près de la Terre et les images prises depuis le sol ont fait le tour du monde. Et dites-vous que si un passage de comète, aujourd'hui, ça peut être un événement astronomique incroyable, c'était pas du tout le cas il y a quelques siècles. Bien au contraire même. C'était la panique, parce qu'une comète, ça prédisait généralement de mauvais présages, ou bien des changements de règne. S'il y a bien un truc fascinant à propos des événements cosmiques, c'est bien l'interprétation faite par les humains au cours de l'histoire. Nombreux sont les cas où c'est parti dans tous les sens. N'importe quelle planète, lieu, nuage, phénomène est associé à des légendes et des prédictions de fin du monde super bizarres. Est-ce que ça peut encore arriver aujourd'hui? Techniquement oui. Je parle pas des charlatans qui savent pertinemment qu'ils racontent du vent et qui veulent vous vendre un produit de manière déguisée. Je parle vraiment de gens qui, de bonne foi, interprètent des phénomènes spatiaux comme un avènement imminent de la fin du monde, sous toutes ses formes. Et il se trouve que je suis tombé sur une histoire où je pensais vraiment que ça prendrait à peine 10 minutes à raconter, que ce serait une sorte de vidéo bonus. Mais en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un terrier de lapin absolument fascinant. Alors préparez-vous parce que ça va être un gros morceau. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une entité extrêmement sérieuse, avec des moyens colossaux, qui a identifié un phénomène spatial et naturel comme un potentiel signe de la fin du monde. Je vous garantis qu'après ça va être assez dur de se moquer des mecs qui avaient peur des comètes au Moyen-Âge. Et non seulement cette histoire est plutôt récente, mais les implications qu'il y aurait pu avoir sont absolument terrifiantes. Vous connaissez les éclairs, vous en avez tous vu. C'est de la lumière produite par la foudre, une décharge électrique qui se produit entre deux lieux, notamment le nuage et le sol. Même si la majorité d'entre eux ne sont pas visibles par les humains depuis le sol, parce qu'ils sont intranuageux, c'est-à-dire des éclairs à l'intérieur des orages, et dont la température peut facilement atteindre les 30 000 degrés. Pendant des millénaires, la foudre a été crainte, car la dangerosité des décharges était souvent associée à des colères divines. Beaucoup de superstitions, mais également de curiosité émanaient de ces caprices de la météo. Imaginez-vous il y a plusieurs milliers d'années où le monde se résume à votre village et aux collines aux alentours, et vous subissez la plus grosse tempête possible avec la maison du voisin qui crame parce qu'il s'est pris la foudre. Vous aurez alors vraiment l'impression que le ciel vous tombe sur la tête et qu'il s'agit d'une colère des dieux, voire même annonciateur de l'apocalypse. Et ouais, y a pas à dire, les éclairs, c'est vraiment pas du gâteau. Ça me fait pas rire du tout. Et c'est ironique parce qu'un éclair, en langage moderne, ça a plusieurs significations. Et c'est aussi, dans le langage militaire, devenu un nom de code pour dire bombe atomique. Oui, je vous préviens, la vidéo va partir dans tous les sens. À la fin du projet Manhattan, les États-Unis étaient persuadés d'être la seule nation à avoir une avance considérable en matière de fission nucléaire et de préparation de bombes atomiques. Mais ça va pas durer longtemps. Le 19 août 1949, l'URSS fait détonner sa toute première bombe atomique, d'une puissance de 22 kilotonnes de TNT. Son nom officiel, RDS-1. Son nom de code, Premier éclair. Évidemment, les premiers à être au courant en dehors de l'URSS, ce sont les services de renseignement américains. Ils ont détecté un pic de lumière et une intensité radiative depuis les États-Unis. Et la localisation de la détonation est donnée vers l'est du Kazakhstan. Au vu de la détonation, justement, l'engin est visiblement une copie conforme de leur première bombe atomique. Ce qui veut dire que le projet Manhattan a été infiltré par des espions. Une crainte qui sera révélée vraie quelques années plus tard. Le site utilisé est un endroit qu'on appelle aujourd'hui le polygone nucléaire de Semipalatinsk, une zone de 18 000 km² dans les steppes, ultra secrète à l'époque, et active jusqu'en 1991, dans laquelle l'URSS a fait détonner 456 tests atomiques en tout genre. C'est en quelque sorte leur désert du Nevada à eux. Sauf que là où le cimetière de cratère du Nevada est devenu un site historique et même touristique, où il est possible de s'y aventurer et visiter les lieux sans trop de risques, le polygone de Semipalatinsk est encore aujourd'hui l'une des zones les plus dangereuses du monde.
Le taux de radioactivité ambiante est tellement élevé qu'il n'y a aucune forme de tourisme. À la limite de l'urbex très risqué. Je me dégage de toute responsabilité si vous y allez. La ville la plus proche, Kurchatov, se trouve à plus de 60 km. Une étude britannique datant de 2002 a révélé que le taux de radiation au centre du polygone était 100 fois supérieur que les zones sécurisées à Tchernobyl. On estime qu'entre 1949 et 1989, près de 10% de la population totale kazakh a eu des complications de santé à cause de la pollution du polygone. Le point zéro du test RDS1 est encore visible sur les images satellites, mais il est compliqué de s'y rendre. Ça ne l'a pas empêché de prendre le surnom lugubre de champ de plutonium. This is ground zero for the first Soviet nuclear test in 1946. This pond is where the crater was, and if we look over towards the horizon in all directions, we see buildings radiating outward. I have a Geiger counter, and I will turn the speaker on. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Bon, déjà parce que ça me plaît, hein, voilà, je fais ce que je veux, j'adore raconter ce genre de trucs, mais aussi et surtout parce que RDS-1, tout comme Sputnik 1, le satellite soviétique 8 ans plus tard, va faire prendre conscience aux Américains qu'ils auront jamais le monopole nucléaire, ni le monopole spatial. S'en est suivi alors une première course aux armements, avec des centaines de tests atomiques des deux côtés et des milliers de têtes nucléaires. Finalement, c'est devenu ça, le meilleur moyen d'avoir la paix, la dissuasion nucléaire. L'idée que on possède chacun de notre côté une arme tellement surpuissante et en quantité absurdement grande que ça empêche forcément d'appuyer sur le bouton rouge. À la fin des années 50, les USA mettent en place le système de commandement de défense aérospatiale d'Amérique du Nord, qu'on appelle aujourd'hui le NORAD. C'est l'entité la plus importante de cette vidéo. Et le NORAD est là pour deux choses. D'abord, détecter des pics d'explosion nucléaire de leurs voisins et connaître en détail, par le biais d'une série de renseignements, les positions et l'avancée des programmes des autres pays. Et deuxièmement, veiller à détecter des potentiels missiles balistiques qui s'avanceraient vers le sol américain. Pour simplifier, le NORAD possède plusieurs bases dans l'hémisphère nord, parfois proches du pôle Nord comme la base de Thule au Groenland ou la Clear Air Force Base en Alaska, précisément parce qu'entre le bloc ouest et le bloc est, le moyen le plus court de s'y rendre passe nécessairement par l'Arctique. Ces stations permanentes sont équipées de radars très performants qui feraient pâlir de jalousie les détenteurs des premiers radiotélescopes. Parce que si un radiotélescope est capable de détecter un astéroïde qui s'approche de la Terre en quelques jours, les radars du NORAD ont la responsabilité de pouvoir détecter des éclairs atomiques et des missiles en l'espace de quelques secondes. Et on ne parle pas juste de simples antennes de télé. Ces systèmes sont tellement sensibles qu'ils sont également capables de détecter si oui ou non vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Alors profitez-en, pour ne pas rater les prochains épisodes. Depuis 1958, la situation est plutôt calme, mais il y a eu certains moments très critiques. Ces situations, on les appelle des close calls, des appels rapprochés en français. Ça n'a aucun intérêt de vous le traduire parce que ça ne veut rien dire. Il y en a qui ont été extrêmement notables et tendus, comme la crise des missiles de Cuba en 1962, et d'autres qui ont été extrêmement stupides. Que ce soit des erreurs techniques qui frisent le ridicule ou bien des contre-ordres donnés par le haut commandement qui sont absolument débiles, il y a eu des cas d'alerte qui ont été proches de mener à une guerre nucléaire à cause d'une situation burlesque. Et puis, il y a les derniers cas restants, les cas très bizarres, qui font appel à des causes extérieures, notamment des phénomènes spatiaux, et qui, pendant un temps, ont failli faire appuyer le bouton rouge, même s'il n'y a pas de bouton rouge. Et c'est précisément l'un d'entre eux, après cette longue introduction, que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous sommes en 1967. La tension après Cuba en 1962 est descendue. Et actuellement, les USA acheminent la fin du programme Apollo. À l'époque, le système du NORAD s'appelait le Ballistic Missile Early Warning System, le BMEWS. Et il a été remplacé dès 2001 par le SPARS qui couvre une majorité de l'hémisphère nord. Le 23 mai 1967,
Sur les bases les plus septentrionales du NORAD, c'est-à-dire proche du pôle Nord, les radars ne captent plus rien en vue et le système est totalement brouillé par un signal parasite qui vient perturber le champ d'action. Un missile ou une fusée, ça émet des ondes radio, la chaleur de leur flamme de moteur aussi, et ça va plus vite que le son, donc ça crée une onde de choc. Bref, il y a tout un tas de critères, de paramètres qui fait qu'on peut facilement les détecter. Mais là, c'est pas que le BMEWS est plus capable de détecter un missile, c'est qu'il est plus capable de détecter quoi que ce soit. Silence complet. Techniquement, un avion au-dessus de leur tête passerait inaperçu. On pense alors à une panne générale, ou peut-être à une maintenance à cause d'un problème incongru. Mais vous trouvez pas ça quand même bizarre que le brouillage en Alaska est exactement le même que le brouillage sur la base au Groenland à 3000 km de là? Pour le haut commandement, il ne faut que quelques minutes pour comprendre qu'il s'agit là d'un brouillage par les soviétiques et donc le début d'une attaque coordonnée et organisée. En effet, si leurs voisins souhaitent engager une attaque, il aurait été judicieux de brouiller le système avec des ondes plus fortes, à la manière d'un piratage d'une station radio, pour les empêcher de préparer une riposte. Le NORAD se met alors immédiatement en état d'alerte maximale et ordonne les silos de se préparer au lancement. Mais contrairement à ce qu'on voit dans les films, on ne se prépare pas immédiatement à appuyer sur le bouton rouge. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton rouge, c'est un système de clés. Sauf que, il y a un truc qui va pas. En effet, si le NORAD reste sur leur première impression, ça la foutrait quand même assez mal de raser un pays sur la base d'un simple malentendu. Donc, on attend. L'état d'alerte est toujours en vigueur, mais le contre-ordre va être donné par l'Air Force, qui elle aussi est allée à la pêche aux informations. Et là, le verdict tombe. Le système radar a été brouillé par une tempête solaire. Voilà. Va falloir que le NORAD planche sur quelques explications là. Le Soleil a une activité de surface très intense. Et lors d'une crise de nerfs, les lignes de force du champ magnétique chaotique de notre étoile se brisent et envoient dans l'espace interplanétaire des immenses jets de matière et de particules. Et une tempête solaire, c'est ça. Ces jets de matière, notamment du plasma extrêmement chaud, traversent le vide à des vitesses folles, parfois à plusieurs millions de km/h. Une tempête solaire n'est pas ce qu'on pourrait appeler un événement discret, parce que depuis 150 ans, nous sommes capables de détecter depuis la Terre la lumière produite par ces tempêtes. Les particules qui se déplacent dans l'espace forment le vent solaire. Et quand il atteint notre planète, les particules chargées électriquement interagissent avec l'atmosphère et le champ magnétique. Ce qui produit encore plus de lumière, et c'est également pour ça qu'on voit des aurores boréales. D'ailleurs, ces aurores ont longtemps été interprétées comme des messages divins dans les cultures vikings et inuits. Comme quoi, on en revient toujours au point initial. La différence, c'est qu'au moins les tempêtes solaires, on peut prédire leur arrivée. Les jets de matière propulsés par la chromosphère du Soleil émettent une quantité monstrueuse de lumière, que ce soit de la lumière visible, des rayons X, des ondes radio, bref, de la lumière détectable. Et le truc, c'est que la lumière dans le vide se déplace à la vitesse de la lumière, justement, à plus d'1 milliard de km/h. Et comme la Terre se trouve en moyenne à 150 millions de kilomètres dans son orbite, la lumière met 8 minutes à nous parvenir. Et ouais, n'oubliez pas que tous les objets célestes que vous voyez ne sont que la représentation de ce qu'ils étaient au moment où la lumière que nous recevons d'eux a été envoyée. On voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. La Lune telle qu'elle était il y a 1,2 secondes. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 4 ans. Et Andromède, la galaxie voisine, 2 millions d'années. Ça veut aussi dire qu'on peut détecter la présence d'une tempête solaire 8 minutes après sa création. Sauf que le vent solaire, lui, il est beaucoup moins rapide. Il met pas 8 minutes à traverser l'espace pour aller jusqu'à la Terre, mais plusieurs jours. Bon, ça reste quand même incroyablement rapide. Mais grâce à ce décalage, on peut observer une tempête solaire et prédire son arrivée dans les jours qui suivent. Parlons maintenant d'Arnold Snyder. C'est la personne la plus importante de cette histoire. C'est un colonel de l'US Air Force qui gère la cellule météorologique et spatiale de l'armée de l'air, et qui d'ailleurs connaît très bien les tempêtes solaires.
Le 18 mai 1967, donc 5 jours avant l'état d'alerte du NORAD, il détecte la présence d'une éruption solaire particulièrement intense, et dont le vent solaire qui s'est arraché de notre étoile se dirige vers la Terre parce que nous sommes dans sa ligne de mire. Bon, il n'est pas le seul puisque les radioastronomes du monde entier l'ont vu aussi. Cette colère du Soleil est suffisamment violente pour créer un orage magnétique dans la haute atmosphère, mais pas trop violente non plus pour provoquer des dégâts matériels à la surface, comme des pannes de courant. Ça permet en revanche de jolies aurores boréales, qui ont été visibles jusqu'au Nouveau-Mexique. En fonction de la vitesse du vent solaire, le pic de l'éruption devait arriver chez nous pour le 23 mai, soit pile le même jour où le NORAD s'est mis en état d'alerte. En plus, la cellule du colonel Snyder n'est même pas la seule entité au sein de l'armée à avoir détecté la tempête solaire. Et comme à chaque éruption, celle du 23 mai 1967 a été communiquée partout. Devinez qui n'a pas reçu le mémo ? Le NORAD. En même temps, personne ne se doutait que les instruments du NORAD étaient aussi faillibles, même dans un contexte de brouillage magnétique. C'est le colonel Snyder qui a été chargé d'expliquer que le brouillage des antennes du NORAD correspondait exactement au brouillage magnétique causé par le vent solaire dans l'espace. Quelques minutes après, le NORAD demande la confirmation de ce contre-ordre à Lyndon Johnson, le président des États-Unis de l'époque, qui a toujours le dernier mot. Celui-ci confirme la version des services météo, les silos se remettent en sommeil, l'alerte est écartée. Mais comment est-ce que la colère du Soleil peut affecter à ce point des systèmes radars? Quel rapport entre les deux? En fait, il y a deux facteurs, la violence de la tempête et la sensibilité des antennes. Notre planète n'est pas juste éclairée par le Soleil, elle reçoit aussi continuellement du vent solaire, mais en petite quantité. Lors d'une grosse tempête à la surface de notre étoile qui libère des protubérances dans l'espace, la Terre reçoit beaucoup plus de vent solaire que d'habitude. Ce sont des particules chargées électriquement, des ions, des protons et des électrons. Et quand ils interagissent avec le champ magnétique, ils déforment le champ en créant des courants électriques parasites, un peu comme à l'intérieur d'un nuage pendant un orage. C'est pas pour rien si on les appelle des orages spatiaux. Là où ça change tout, c'est que ces tempêtes magnétiques se produisent dans une partie de l'espace qu'on appelle la ionosphère, qui est une partie de l'atmosphère terrestre qui entoure notre planète entre 60 à 1000 km d'altitude. Et cette zone est extrêmement importante pour les êtres humains parce que c'est là que transite la quasi-intégralité des communications radio mondiales. Vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que c'est possible de recevoir un appel téléphonique depuis la Nouvelle-Zélande, ou bien de regarder un événement à la télévision qui se passe à l'autre bout du monde? Grâce à la ionosphère, parce qu'elle réfléchit les ondes radio et les renvoie vers le sol, ce qui permet une communication et une transmission en longue distance. Quand la ionosphère est parasitée par le vent solaire, ça perturbe les ondes radio qui servent à communiquer. En gros, c'est comme quand votre connexion internet plante à cause d'un orage, mais dans l'espace. Et autant les lignes téléphoniques n'ont pas été spécialement perturbées, autant ton système de radar militaire surpuissant et incroyablement sensible qui coûte des milliards de dollars et spécialement fait pour opérer des missiles de 10 mètres de long à 5000 km de là en quelques secondes, ton radar, il grille, tout simplement. La sensibilité de ce genre de machine est extrêmement élevée. Un petit peu comme votre appareil photo ou votre téléphone avec lequel vous avez réglé la sensibilité ISO au maximum pour capter le plus de lumière possible dans le noir. Et si vous gardez cette sensibilité et que vous vous rendez dehors en plein cagnard, votre image est complètement cramée, elle est toute blanche et vous êtes incapable d'interpréter quoi que ce soit. Là c'est pareil, mais dans l'espace. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais je vulgarise, je schématise pour que vous compreniez. Ce qu'il s'est passé lors de la tempête solaire du 23 mai 1967 a donné des résultats similaires aux antennes du NORAD, ce qui a donné cette impression de brouillage total. Et comme à l'époque, une telle situation n'a jamais été expérimentée, ils en ont conclu que c'était une possible attaque des soviétiques. En gros, brouiller ton système radar pour que tu ne puisses pas découvrir nos propres missiles qui vont t'atomiser. Et du coup, le NORAD s'est mis en état d'alerte maximale pour contrer l'attaque d'un ennemi fantôme. Et fort heureusement, le colonel Snyder s'est chargé de transmettre des informations pour expliquer que les soviétiques
n'y était pour rien. Faut-il blâmer le NORAD pour autant? Pas vraiment. Depuis le début de mon histoire, vous avez peut-être un ressenti, une sorte d'a priori négatif sur eux, mais en fait, la situation est bien plus complexe. En effet, nous sommes en 1967. Les tensions diplomatiques étaient encore très intenses. En vérité, lorsque le BMEWS s'est mis en état d'alerte, le NORAD a fait le bon choix. Attention, je dis pas qu'ils ont fait le bon choix en voulant déclencher une guerre nucléaire. Je dis qu'ils ont fait le bon choix en se mettant en état d'alerte et en attendant une confirmation. Ce qui est pas tout à fait pareil. Imaginez, vous êtes un sous-officier travaillant dans les transmissions dans une base militaire secrète à des milliers de kilomètres de chez vous avec des températures glaciales. Au nord, c'est le pôle Nord et les glaces arctiques, et derrière, c'est l'URSS. Votre mission, détecter sur le radar des missiles balistiques, qui peuvent être envoyés à tout moment, même si la situation s'éternise pendant des décennies, sachant pertinemment que ça n'arrivera sans doute jamais, mais que si par malheur, ça arrive pour de vrai, vous devez prendre une décision scellant le sort de centaines de millions de personnes dans les minutes qui suivent, tout en gardant un calme olympien. Car, faute de pouvoir intercepter des missiles, qui étaient peu communs dans les années 50, vous devez savoir si votre radar ne vous raconte pas des salades. Et si jamais vous avez la confirmation absolue que c'est vrai, vous devez choisir entre voir votre pays être rayé de la carte, ou bien voir votre pays être rayé de la carte, mais préparer une riposte pour que le pays ennemi subisse le même sort. Mentalement parlant, ça doit pas être facile. À la manière des astronautes et des missions spatiales, ce sont des gens qui doivent garder leur calme et ne jamais paniquer. C'est pour ça que les films exagèrent souvent ça pour augmenter la tension, mais c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. La tempête solaire du 23 mai 1967 est plutôt notable dans l'histoire du XXe siècle. Mais le close call nucléaire qui en a suivi a été balayé sous le tapis pendant très longtemps, et le NORAD n'a communiqué sur cette histoire que des décennies après. Entre-temps, le BMEWS sera remplacé en 2001 par l'actuel SPARS et qui possède un système de détection capable de gérer les tempêtes solaires et le brouillage magnétique qui en découle. Et il est toujours utilisé aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'une entité sérieuse, l'armée américaine, du moins une branche de celle-ci, a interprété un phénomène naturel et spatial, une tempête solaire, comme un signe annonciateur d'une potentielle fin du monde, la guerre nucléaire ouverte. La fin du monde, parlons-en, car un concept aussi vague et flou signifie à la fois la fin de l'humanité, mais aussi la fin de la planète Terre. On ne sait pas quand notre planète s'éparpillera en 1000 morceaux, parce que ça dépend du futur. Ce que l'on sait, c'est que d'ici 200 à 300 millions d'années, la luminosité du Soleil aura suffisamment augmenté pour faire fondre progressivement les océans et avoir une température de surface trop élevée pour permettre à la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui de prospérer, à moins qu'elle évolue rapidement, mais pour l'instant, on pense que non. Quand le Soleil aura consommé tout son carburant, il va commencer à grossir. Lors du moment le plus vénère de sa phase de géante rouge, il sera tellement gros qu'il engloutira à coup sûr les planètes Mercure et Vénus. Quant à la Terre, on sait pas. Si notre planète se fait engloutir par le Soleil, ce sera la fin, et ce scénario est prévu pour dans 5 à 7 milliards d'années. Si à l'inverse elle s'en sort de justesse, la Terre continuera d'orbiter autour de ce qu'il restera de notre étoile, une naine blanche minuscule et très sombre, et pendant des centaines de milliards d'années. Donc, à défaut d'une tempête solaire mal interprétée, au point de menacer l'équilibre mondial avec une potentielle guerre nucléaire, n'oubliez pas que, bien après la disparition de l'humanité dans un futur absurdement lointain, le Soleil, quoi qu'il arrive, aura raison de nous et provoquera à la fin de sa vie la réelle fin du monde. En attendant, faisons en sorte que ça n'arrive pas prématurément. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce genre d'histoire dans les commentaires. Et puis aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, parce que le radar détecte si vous êtes abonné ou pas, hein, voilà. Ça c'est vérifiable, hein. Je le dis dans ma vidéo, c'est que c'est vrai. Eh oui. Donc abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. On s'approche très près des 200 000 abonnés, merci infiniment pour ça.
Et d'ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires et de nouveaux épisodes. Allez, salut.